Bonjour et bienvenue sur le podcast Entre deux passions. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la collaboration entre médecins et diététiciens. Alors en tant que diététicien indépendant, ce n'est pas facile de se faire connaître quand on se lance dans les consultations. On s'imagine quand on s'installe qu'une collaboration facile va pouvoir se mettre en place avec les médecins et qu'ils vont naturellement nous référer des patients. Mais dans la réalité, on n'ose pas toujours aller à leur rencontre, on a peur de mal faire, donc on ne fait rien, on ne contacte personne. On n'envoie même pas de rapport lors d'un suivi. Ou alors, on essaye d'envoyer quelques courriers par-ci par-là, mais les réponses ne sont que trop rares. Est-ce que c'est dû au fait que les médecins ne connaissent pas bien notre métier? Est-ce que c'est dans notre manière de les aborder qui n'est pas adéquate? Et pourquoi les médecins ne réfèrent pas plus souvent leurs patients vers un diététicien? Alors, pour répondre à nos interrogations, nous recevons Benjamin, médecin généraliste, qui nous fait l'honneur d'être présent dans notre podcast pour parler de tout ça ouvertement et sans tabou. Car oui, vous commencez à nous connaître sur ce podcast Entre deux passions. Nous aimons aborder des sujets dont on ne parle pas ailleurs, mais qui sont pourtant nécessaires pour notre réalité de diète-preneur. Donc, avec Marion, nous avons voulu comprendre ce qui se cachait derrière ces difficultés à collaborer et à ainsi mieux comprendre sa réalité, sa vision de notre métier, ses attentes par rapport à la prise en soin de ses patients. Avec ce nouvel épisode, nous voulons donner réponse à des questions que vous n'osez peut-être pas poser aux médecins. Le but de tout ça est évidemment de vous donner les clés pour contacter les médecins et de mettre en place de nouvelles collaborations efficaces. C'est parti! Bienvenue sur le podcast Entre deux passions. Je suis Élise Bricot. Et moi, Marion Baudin. Nous sommes toutes les deux diététiciennes et on va vous parler ici de nos expériences en libéral. Vous avez envie de booster votre activité, d'être plus créatif et plus efficace dans vos consultations? Nous aborderons dans ce podcast des thématiques qui nous tiennent à cœur et nous répondrons à vos questions. Allez, c'est parti! Bonjour Élise, bonjour Benjamin. Bonjour Marion. Bonjour Marion. Benjamin, donc tu es médecin généraliste et on te remercie d'être avec nous aujourd'hui sur le podcast. Avant d'entrer peut-être dans le vif du sujet, on va se représenter rapidement pour ceux qui nous écouteraient pour la première fois. Donc moi, je suis Marion Baudin, diététicienne et j'ai créé Mon Suivi Diète qui est un outil de suivi nutritionnel pour les diététiciens. Bonjour à tous, donc moi je suis Élise, je suis diététicienne indépendante et je suis aussi formatrice chez Diète en Transition. Aujourd'hui, donc, on accueille Benjamin, qui est médecin généraliste, qui est en 3e année d'assistanat dans un centre médical du côté de Anse. Et il vient de terminer sa formation en nutrition clinique, donc il est aussi médecin nutritionniste. Alors, Benjamin est médecin, un des médecins en tout cas actifs sur la plateforme Willing Care, qui encourage l'échange et la collaboration avec des professionnels de santé tout type. Et c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés, qu'on est rentrés en contact, parce que nous, on résonne évidemment avec ces valeurs, les valeurs de cette plateforme-là, et c'est comme ça qu'on a pu rentrer en contact. Et donc, Benjamin ici nous fait l'honneur d'être présent ici dans ce podcast. Alors du coup, si tu es là aujourd'hui avec nous, c'était pour aborder la collaboration entre médecins généralistes diététiciens, parce que on sait que c'est quelque chose qui se fait pas facilement, pas naturellement. C'est le retour qu'on a pu avoir des diététiciens, mais c'est aussi nos propres expériences. Et pour autant, je pense qu'on est convaincus et que beaucoup de diététiciens sont convaincus que pour améliorer les prises en charge de nos patients, une bonne collaboration médecin-diététicien, c'est important, voire essentiel. Et pour pas passer à côté de certaines choses, pour que les prises en charge soient optimisées. Donc c'est pour ça qu'on avait envie de parler de ce sujet et de voir quels points on pouvait améliorer ensemble. Donc on va voir avec toi un petit peu peut-être essayer de mieux comprendre la réalité du terrain aussi d'un médecin généraliste. Quels freins tu pourrais avoir, quels freins les médecins ont peut-être à envisager de référer vers une diététicienne. Et puis, on essaiera de trouver des points à améliorer, des trucs, des astuces pour envisager, imaginer des collaborations qui soient efficaces, peut-être mieux collaborer et mieux communiquer entre nous. Donc, notre première question, c'était déjà, est-ce que toi, tu collabores avec des diètes? Quelle est ton expérience de collaboration avec les diététiciens? Est-ce que tu as déjà été approché par des diététiciennes? Est-ce que des diététiciennes te font des rapports, des bilans de patients? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, donc moi, dans mon expérience professionnelle qui a duré maintenant 3 ans,
Et j'ai malheureusement pas vraiment eu d'expérience de collaboration réelle avec une diététicienne. Pourtant, j'ai fait du coup 2 ans au centre de santé dans lequel je suis actuellement, mais j'ai également fait 1 an en médecine libérale dans un autre village. Oui, donc au final, peu de collaboration, et je n'ai pas non plus de diététicien qui m'a approché. Donc, c'est peut-être une des raisons, d'ailleurs, à mon avis, on va l'évoquer. Les seules vraies collaborations que j'ai pu voir qui étaient bien ficelées, on va dire, c'était du coup en hospitalier, en intra-hospitalier. Par exemple, pour des suivis par diabétologue, on a le rapport du diététicien qui est adjoint au rapport du spécialiste. Chez les néphrologues, pour des suivis d'insuffisants rénaux, ce genre de choses. Là, ça a l'air d'être bien mis en place, mais j'ai l'impression aussi, en tout cas en Belgique, que en libéral, il n'y a pas vraiment de vraie collaboration. Maintenant, peut-être qu'il y a certains cas, hein, il y a sûrement des collaborations qui existent, mais c'est pas la majorité. Au niveau vous êtes plusieurs, hein, je pense, au centre médical là où tu travailles. Oui. Est-ce qu'au niveau de tes collègues, est-ce qu'il y a il n'y a pas de diététicienne dans le centre, c'est ça? Comme je comprends. Non. Voilà. Mais dans les centres, donc ici c'est un centre, en fait, c'est une maison médicale. Il y a plusieurs types de centres, mais ici c'est une maison médicale spécifiquement. Dans certaines maisons médicales, il y a des diététiciennes, et donc là, j'imagine que ça tourne vraiment bien. Mais dans le mien, c'est pas forcément le cas. Généralement, dans les maisons médicales, bien souvent, quasiment systématiquement, médecins, infirmiers, kinés. Et il peut y avoir en plus, par exemple, dans le nôtre, on a 2 psychologues. Mais ça un petit peu, on va dire, ça dépend un petit peu enfin, pas des affinités, mais ça dépend un petit peu de comment on a décidé de recruter, etc. Donc, c'est pas obligatoire et c'est pas systématique. Donc non, puisque finalement le réseau qu'on a nous à la maison médicale, il est étendu à l'extérieur de la maison médicale, mais est surtout centré sur les praticiens de la maison médicale parce que ça permet d'avoir des réunions, etc. Je pense que c'est un petit peu l'exception en médecine générale en tout cas, de collaboration qui roule vraiment bien. Sinon en dehors de ça, ça dépend vraiment des individus, quoi. C'est des indépendants qui se rencontrent et qui, hors de ces rencontres, s'il y a affinité ou pas, eh bien, il y a collaboration, je pense. Et du coup, donc toi, tu disais que tu n'avais pas été approché par des diététiciens et que c'est du coup ça qui peut-être freinait la collaboration. Mais est-ce que toi, de ton côté, quelle image tu as des diététiciens? Est-ce que tu t'es déjà dit que peut-être mon patient aurait besoin d'un accompagnement plus poussé à ce niveau-là? Est-ce que ça t'est déjà venu en tête, ou est-ce que c'est pas une profession que tu connais forcément ou... Moi, en tout cas, dans mon propre cas, on n'a pas vraiment de formation dans le cursus de médecine pour vraiment collaborer avec les diététiciens. On a quand même des petites portions de cursus où, par exemple, on nous dit comment faire des prescriptions de soins kinés, par exemple. Ça, c'est sûr, mais avec les diététiciens, c'est pas forcément le cas. Donc, si on n'a pas d'expérience à être dans un service où il y avait un diététicien sur place, je pense qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'expérience non plus. Donc, comme pour beaucoup de choses, il faut soi-même faire sa formation, soi-même se renseigner. Moi, personnellement, dès que j'ai d'un diététicien, je pense que il peut y avoir une indication chez pas mal de gens, mais je pense pas que ce soit le cas chez tout le monde. L'idée que j'avais, je sais pas, vous allez peut-être me confirmer si c'est correct ou pas. L'idée que j'ai globalement, c'est que les diététiciens mettent en place des régimes qui sont pas restrictif, mais on va dire qu'il y a un plan qui est établi, quoi. Il y a peut-être une certaine zone peut-être une certaine marge de modification ou quoi, c'est possible, mais en tout cas, c'est un régime assez précis, et donc je me dis que ça peut aller pour certains profils psychologiques de patients, mais pas forcément chez tout le monde. D'ailleurs, moi, c'est un peu particulier puisque je suis en même temps nutritionniste. Oui, peut-être qu'il y a une partie des prises en charge où finalement, je m'en occupe, alors que peut-être que d'autres médecins, ils se sentiraient un petit peu plus
un peu plus perdus et préféreraient peut-être plus rapidement, en tout cas. Et je veux pas du tout dire qu'on fait le même métier, hein, mais je veux dire que peut-être que pour certains cas, voilà, on pourrait peut-être juste avoir mes conseils plutôt qu'un plan prédéfini. Enfin voilà, c'est digital. Alors tu me demandais aussi quels sont peut-être les freins, c'est ça? Donc déjà, le premier frein, tu dis que toi, tu as une image du diététicien, on réagira par rapport à ça, parce que je pense que je vois Élise bouillir sur son siège, mais de la diète qui fait des plans alimentaires restrictifs et forcément le patient ressort avec un plan à suivre un peu rigide, et toi tu as peur que certains patients ne se soient pas adaptés à certains profils. Je pense qu'on est loin de l'image de ce qui se fait aujourd'hui chez les diététiciens, mais on en reparlera. Mais ça, du coup, pour toi, c'est un frein. Et est-ce qu'il y a d'autres choses, effectivement? Est-ce qu'il y a d'autres freins qui freinent cette collaboration avec des diètes? Oui, ce qu'on a déjà évoqué, le fait que on ne se connaît pas forcément, puisque on n'a pas été présenté. Un autre frein, c'est peut-être le frein financier aussi. Moi, là où je travaille, justement, c'est peut-être une volonté de l'État aussi, mais au final, c'est sur des soins qui sont complètement gratuits pour les patients. Je pense que oui, c'est une volonté aussi de l'État de se dire que si c'est complètement gratuit, ça sera plus accessible. Et du coup, c'est un petit peu, en tout cas pour la maison médicale, c'est un petit peu particulier de se dire, oui, ils ne payent pas un seul euro pour venir pour des soins, et du coup, ils vont peut-être devoir payer une somme assez importante qui n'est pas forcément toujours avec un remboursement. En Belgique, certaines mutuelles remboursent à hauteur, je pense, de 15 ou 20 euros, quelque chose comme ça, les consultations diététiques. Mais c'est pas forcément toujours le cas. Et des fois, les consultations chez certains praticiens, je sais pas quelles sont les marges qu'on demande habituellement, mais moi j'ai une idée comme quelque chose comme 40-50 euros par consultation. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Et c'est quand même ça peut être quand même un certain frein. On a beaucoup de patients qui sont précaires. Et comme vous savez, c'est souvent les personnes qui sont les plus précaires qui sont les plus atteintes d'obésité, en tout cas proportionnellement. Non, ça c'est aussi un frein. Et par exemple, en tout cas en maison médicale, il y a toujours des collaborations qui permettent à ce que les patients payent moins, et ça par exemple, ça serait pour les patients en tout cas précaires, ça serait peut-être une bonne chose pour eux d'avoir accès à un diététicien qui travaille dans la structure. Et à ce moment-là, c'est soit de moins cher, soit de remboursé, je ne sais pas très bien. Ça dépend un petit peu des arrangements. Donc ça aussi, c'est un frein. Non, c'est pas le cas de tout le monde, hein, mais voilà. En tout cas, en maison médicale, nous, on a beaucoup de patients qui ont des revenus assez bas. Ouais, ok. Et ça, c'est un frein par rapport aussi. à ton type de patientèle là, actuellement. Avant, tu disais que tu travaillais plus dans un petit village, pas dans une structure. Là, tu avais les mêmes freins ou tu avais... Comment ça le se frein passait à ce financier, je moment-là? l'avais sûrement moins, puisque c'était des patients qui étaient beaucoup plus aisés. Mais j'avais pas été approché par un diététicien non plus, donc... Ok. Et finalement, avant de référer, on va dire, on essaie quand même toujours en médecine générale d'avoir nous-mêmes un effet. Se dire, on va peut-être essayer de faire une série de prises de sang, de prendre l'attention du patient, de le peser, de lui faire prendre conscience, en tout cas, des problèmes qu'on essaie de mettre en évidence, d'essayer de motiver lui-même d'abord de faire les démarches. Et s'il y a échec, à ce moment-là, peut-être que c'est vraiment l'indication à avoir un suivi pluridisciplinaire avec une diététicienne, notamment. Mais c'est voilà. pas Moi, j'ai eu la en chance. première j'ai eu la intention chance, spécialement que vous allez parler... vous allez amener le patient à démarrer un suivi diététique. Vous allez d'abord essayer peut-être d'autres voies. Oui. Tout dépend comment le patient est prêt aussi. Ça dépend un peu d'un médecin à l'autre et ça dépend aussi de l'histoire du patient. Si c'est des patients qui n'ont jamais vraiment essayé par eux-mêmes de perdre un peu de poids ou bien de faire certaines modifications, à ce moment-là, on leur laisse peut-être le temps eux-mêmes d'essayer. Et s'ils me disent oui, ça fait
ça fait déjà 6 mois que j'essaie de faire régime moi-même, ça va pas, j'ai pas perdu du poids, j'en ai même gagné. À ce moment, je trouve que c'est vraiment là où c'est une indication de suivi, quoi. Alors peut-être que du coup, là, ça vaut le coup qu'on fasse un petit aparté sur nous, comment on travaille, parce que là, j'entends beaucoup les termes régime, etc. Et c'est plus forcément, je pense que c'est une vieille image qui nous colle un peu à la peau des diététiciens, et qu'aujourd'hui, c'est plus les façons de faire des diététiciens, et que justement, aujourd'hui, on sait que les régimes restrictifs, même quand il y a pathologie et besoin d'adapter l'alimentation, on est toujours dans une démarche d'ouvrir un maximum, de faire avec le patient, et justement de pas remettre des choses, des plans alimentaires fixes aux patients, mais vraiment de gagner en flexibilité un maximum. Donc, je pense qu'il y a cette image vraiment restrictive qui nous colle à la peau, et c'est plus du tout les pratiques qui se mettent en place, et que, au contraire, il est bénéfique pour le patient de venir nous voir tout de suite avant que lui-même tente des régimes farfelus et se mette encore plus en difficulté, parce que c'est ça que ça va entraîner, un régime restrictif, ça va entraîner un gain de poids par la suite, ou des frustrations, ou encore plus de difficultés dans son quotidien. Donc, c'est peut-être bénéfique que directement, ils viennent nous consulter pour éviter de rentrer dans cet engrenage de régime et d'effets yo-yo et pour le coup, troubles alimentaires. Alors, c'est marrant parce que tu disais que toi, tu avais un frein à diriger vers des diététiciens parce que tu penses que ça peut être justement ça peut entraîner chez tes patients des troubles du comportement alimentaire. Or, je pense qu'aujourd'hui, nous, on est formés à des approches où on est vigilant là-dessus, et on travaille pour faire en sorte de ne pas développer ce genre de troubles chez les patients. Et du coup, peut-être, Élise, je te laisse compléter sur un petit peu ce qu'on fait et nos façons de travailler. C'est vrai que j'allais rebondir sur la même chose que toi, Marion, par rapport à la perte de poids. C'est vrai que ça fait partie de notre quotidien. Les gens qui viennent à la base pour perdre du poids, tu vois. Mais derrière ça, nous, on essaye de chercher ce qui se passe réellement et si la perte de poids est pertinente ou pas chez notre patient. Et c'est vrai que, je sais pas, après on discutera de toi, comment ça se passe en tant que médecin nutritionniste. Ça va être justement ça qui va être génial ici dans nos échanges. C'est, nous, on arrive à prendre le temps pour parler de l'assiette, parler de ce que le patient va manger, va cuisiner, mais aussi de tout ce qui tourne autour. On parle beaucoup en consultation des émotions du patient, sa qualité de sommeil, son énergie au quotidien, de son confort digestif. Donc on va vraiment parler, englober tout pour lui apporter une prise en charge la meilleure, mais pas nécessairement avec l'objectif de perdre du poids, même si souvent à la base ils viennent dans la tête des gens, le diététicien est encore là pour aider à perdre du poids. Et c'est vrai que souvent nous on découvre plein de choses après derrière sur lesquelles on va plus travailler. Nous on est là pour améliorer, comme le médecin, pour améliorer sa santé. Et c'est vraiment ça. Alors par le biais de l'assiette et des habitudes de vie, parce qu'on est vraiment là pour accompagner le patient et on est au cœur de son quotidien. Donc on va pouvoir avoir une vue d'ensemble de son quotidien. Mais on est là d'abord pour améliorer sa santé physique, sa santé mentale, et pas forcément avec un objectif de poids précis en tête. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a très peu de diètes, il y en a encore, mais c'est plus dans les façon de faire, de remettre un plan alimentaire avec un nombre de calories à respecter, avec pour unique but la perte de poids. On est vraiment dans une approche générale où le bien-être du patient et sa santé, y compris santé mentale, est au cœur du suivi. Bah oui, mais c'est pas forcément, du coup, comme on disait, l'image qu'on a. Et du coup, si vous travaillez différemment, je pense que c'est vraiment très très bien, mais il faut à ce moment-là pour que les médecins, justement, c'est très bien qu'on ait cette discussion, du coup, puisque j'imagine que plusieurs diététiciens, plusieurs médecins la verront. Mais aussi, alors, vraiment, c'est l'occasion aussi ça peut, je dis ça comme ça, mais c'est peut-être le mieux, c'est que à ce moment-là, les diététiciennes prennent contact vraiment avec les médecins, parce que, nous, on a un petit peu un rôle central comme ça. On pourrait dire que ça aille dans l'autre sens aussi, que les médecins pourraient prendre contact avec
avec les autres, mais voilà, pour se faire connaître, etc. Ou trouver les personnes, c'est pas toujours évident. Il n'y a pas toujours des listings qui sont faits ou bien des plateformes officielles. C'est de plus en plus. On a des référencements. En tout cas, en Belgique, on a de plus en plus des référencements de praticiens de première ligne. Mais voilà, ils sont pas toujours à jour. Des fois, les gens déménagent ou bien alors, où ils auraient été travaillés. Donc vraiment en profiter. Je pense que c'est vraiment central, hyper important pour avoir une collaboration efficace. Et même plaisante, je pense, pour les praticiens, c'est vraiment d'avoir un premier contact où on explique chacun comment on travaille, voir s'il peut y avoir compatibilité. Donc vraiment pas avoir peur, demander, je pense, moi les médecins sont fort occupés, c'est vrai, surtout en France, de ce que j'ai entendu. Mais il reste quand même que, voilà, par exemple ici, on est au mois de juillet, on a quand même moins de travail, globalement. Ça, c'est une part assez importante du métier, c'est les infections respiratoires, on va dire plutôt hivernales. Et ça, on en a beaucoup moins. Les gens sont en vacances. C'est peut-être justement l'occasion d'approcher des généralistes. Et voilà, si vous expliquez tout ça aux généralistes, peut-être que si lui avait des idées par rapport au fait que voilà, c'est restrictif, ou bien peur que le patient développe des TCA ou ce genre de choses, lui, ça lui permettrait de se dire, tiens, là, je peux référer, peut-être plus penser à référer. Tiens, voilà, j'ai la carte de visite de la diététicienne, donc voilà, j'ai ces informations. Voilà, elle a l'air sympa et elle a l'air rationnelle. Voilà, quand on parle aux patients, voyez, cette diététicienne a l'air vraiment bien, vous pouvez y aller chez elle. Et même après, j'ai des bons retours de patients, et c'est là que ça, que ça marche bien, on va dire. Tu disais, oui, qu'ici, voilà, j'ai d'accord avec toi, je te rejoins sur le fait qu'il faut se connaître, il faut échanger entre médecins et diététiciens. Mais c'est vrai que vous avez des horaires de boulot quand même un peu chargés, je pense. Et c'est pas toujours facile de vous joindre. Ici, tu donnais déjà un bon conseil sur le fait de profiter peut-être de la période estivale pour vous contacter et pas trop le faire en plein mois de janvier. Donc ça, c'est déjà peut-être une bonne astuce qu'on peut donner aux diététiciens pour vous contacter à ce moment-là. Est-ce que tu as un moment sur la journée peut-être sur lequel on peut plus facilement vous joindre, ou est-ce que c'est plus facile de vous téléphoner, de vous envoyer un email, de vous envoyer un courrier? Qu'est-ce que tu penses qui pourrait le mieux fonctionner pour prendre contact avec vous et expliquer ainsi sa manière de travailler? Là, c'est un peu difficile de généraliser parce que les médecins travaillent de plusieurs manières. Les emails, quand les médecins sont jeunes, ça pourrait marcher. Les appels, ça dépend s'ils passent par un secrétariat, etc. Je pense que globalement, les médecins généralistes ont moins de boulot, je pense, en fin de semaine le matin. Souvent, c'est le lundi où on est le plus occupé puisque tous les patients qui étaient malades le week-end viennent le lundi. Oui, je dirais, du coup, comme on a dit, en été, un matin et peut-être un jeudi matin ou un vendredi matin, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, si par exemple le médecin n'a pas de visite à domicile à faire le soir midi, ce genre de créneau horaire, ça serait peut-être le plus pratique. Mais ça, il faut vraiment voir avec chaque médecin. Il s'organise différemment. Mais un rendez-vous en physique, en tout cas, toi, ça te semble le meilleur moyen quand même de faire connaissance et d'échanger autour clairement. Des prises en charge. Quoi. Un quart d'heure, 20 minutes, consultation physique, rendez-vous physique. Je pense que c'est mieux. Ok. On peut peut-être rebondir sur le fait que tu es médecin nutritionniste, comme disait Marion là tout à l'heure. Mais c'est vrai que nous, on a peut-être aussi des représentations par rapport à votre métier, de médecin nutritionniste. Je sais pas, moi par exemple, on est là sans tabou, Benjamin, ok? Non, j'ai plein de horror stories, comme on peut dire, de médecins nutritionnistes. C'est un peu bizarre, c'est pas une entité qui est tout à fait encore reconnue, ni on irait chez un puis chez l'autre. Je pense que les pratiques elles changent complètement. Moi, dans ma vision des choses, c'est je vais chez le médecin nutritionniste pour être sous médoc ou pour avoir un plan alimentaire, mais vraiment hyper détaillé, et que toutes les semaines, je reçois mes nouveaux menus à devoir suivre. Donc voilà, moi, c'est ma vision du médecin nutritionniste. Donc quand j'entends un patiente qui a été, je là, ouh. Donc ça me fait toujours c'est marrant parce que pendant notre formation,
en fait, on a eu cours avec énormément de spécialistes, chacun dans leur domaine, et qui sont pas forcément tous nutritionnistes, mais nous donnaient cours. Et du coup aussi, eux aussi avaient parfois un a priori sur les médecins nutritionnistes, alors qu'ils donnaient cours à des futurs médecins nutritionnistes. Et nous aussi, oui, j'ai déjà entendu plein de cas, même des gens qui viennent dans le centre où je travaille et qui me disent j'étais voir un médecin nutritionniste, il m'a dit de faire ça, etc. Et j'ai des yeux comme ça. Ok. Oui, c'est un peu particulier. En plus, la formation, il y en a plein qui sont différentes et elles sont pas forcément toutes du même niveau, je dirais. Celle que j'ai faite, je pense qu'elle est bien reconnue parce que déjà c'est les mêmes profs qu'on avait, certains mêmes profs qu'on avait en cours de médecine. Et en plus, c'est les profs sur plusieurs universités, donc c'est quelque chose où vraiment tout est mis en commun. Et se veut vraiment d'avoir en tout cas une reconnaissance scientifique assez élevée. Mais voilà, oui, c'est vrai que dans les médecins nutritionnistes, il y en a plein qui, ils passent du côté obscur de la force et commencent à peut-être promouvoir des choses qui sont pas forcément pas très evidence-based, comme on va dire. Ou bien des choses un peu dangereuses, etc. Oui, j'ai vu plein de médecins qui prescrivaient des médicaments qui étaient pas forcément indiqués, même potentiellement dangereux. Et je pense que, oui, c'est pas très sain de se baser seulement sur un médicament. Je pense que ça peut faire partie de la prise en charge, en effet, mais c'est super rare. C'est vraiment super rare. Moi, dans les patients que j'ai suivis ici, récemment, et je dirais que j'ai peut-être une patiente que j'ai mis sur médicament. Sinon, plus de 90%, je me dis que le médicament, c'est pas une solution définitive. Que je m'attends aussi à un changement de comportement vraiment de la part du patient. Et le but, c'est d'avoir des changements au long terme. Et je pense pas que prendre un médicament toute sa vie soit vraiment une solution. Et oui, les plans alimentaires avec une semaine, ça a l'air d'être un petit peu sans tabou, mais un peu une machine à fric. De dire, c'est pour faire revenir le patient et à chaque fois il paye, quoi. Donc, non, peut-être que certains travaillent comme ça. Au final, c'est très libre. C'est un nutritionniste. Je pense qu'il y a pas de. On est quand même censé avoir certaines connaissances en commun, ce qui n'est pas forcément le cas puisque d'une formation à l'autre, ça change. Mais après, ça va vraiment dans tous les sens. Moi, j'en ai certains qui mettent sous régime protéiné. Je trouve pas ça bien, mais voilà. C'est l'image un peu, moi, que j'ai des médecins nutritionnistes, effectivement. Puis je rejoins Élise aussi sur cette vision de, mettre sous médicaments et puis avoir des choses très rigides. Mais en fait, on se rend compte que finalement, des deux côtés, on a un peu ces idées reçues, chacun sur la profession de l'autre. Mais et encore une fois, finalement, ce qui compte, c'est de rencontrer les professionnels pour comprendre leur prise en charge et mettre au clair et choisir les professionnels qui ont la même vision. Finalement, c'est là qu'une bonne collaboration pourra être possible. C'est de trouver le bon médecin nutritionniste avec qui on va pouvoir collaborer. Est-ce que du coup, toi, en tant que médecin nutritionniste, t'imagines une collaboration avec un diététicien ou une diététicienne, ou est-ce que pour toi, en fait, le suivi que tu vas proposer suffit et qu'il n'y a pas forcément besoin d'un accompagnement par une diète? C'est un peu difficile à répondre comme question. Je pense que ça dépend. Je pense qu'il y a plusieurs possibilités. J'imagine qu'il serait possible d'avoir Parce que finalement, oui, même si de la manière dont vous décrivez un peu les choses, finalement, c'est un peu ma prise en charge aussi. Donc, rien de restrictif, prise en charge globale du patient, où on voit également sa qualité de vie, on voit ses objectifs, sans forcément toujours mettre son objectif de poids. C'est un peu toutes des choses que, justement, moi, j'ai été formé à ça aussi, finalement. Okay. Je pense qu'il pourrait y avoir une sorte de collaboration qui ressemblerait un petit peu à celle entre le médecin de médecine physique, je sais pas comment vous dites en France, le physiothérapeute peut-être, je ne sais pas, et le kinésithérapeute, ou bien entre le psychiatre et le psychologue finalement.
avec, en tout cas, oui, c'est vrai, des formations avec des connaissances communes, mais peut-être pas toujours la même approche et peut-être certaines sensibilités différentes. Par exemple, un outil auquel vous n'avez pas forcément accès et que nous, on a accès, c'est la prise de sang, par exemple. Ben, ça, on pourrait se dire, oui, en tout cas, ça pourrait justifier la collaboration médecin nutritionniste diététicien. Peut-être le suivi peut-être plus, enfin pas quotidien, mais mensuel ou peut-être hebdomadaire chez les diététiciens et le médecin tous les X temps pour refaire le point sur peut-être les pathologies, puisque on est peut-être plus formé justement aux pathologies qui peuvent découler d'un déséquilibre métabolique ou bien d'une adiposité trop importante. Refaire le point peut-être justement par rapport aux médicaments chroniques du patient qui pourraient changer. Refaire les prises de sang pour voir où on est le diabète du patient, où on est son cholestérol, reprendre la tension, voir les médicaments intentionnels. Tout ça, c'est des choses que je pense, oui, quasiment tous les médecins sont formés, mais les nutritionnistes en particulier, on a encore plus été dans le détail par rapport à tout ça. Et pour un suivi plus régulier, le diététicien. Et ça serait envisageable. Mais il faudrait encore une fois qu'il y ait des structures qui soient mises en place, qu'il y ait des arrangements précis, que tout ça soit organisé. Et je pense que dans l'état actuel des choses, si les indépendants ne décident pas vraiment de mettre ça en place, finalement, ben, ça va rester comme c'est actuellement. La collaboration, voilà, ça. Moi, si j'étais nutritionniste indépendant et qu'il n'y a pas de structure vraiment mise en place, s'il y a certaines choses où on fait à peu près le même métier, on va dire, c'est un peu compliqué de dire, ah ben ouais, vous venez chez moi, spécifiquement pas chez un autre médecin parce que je suis nutritionniste, et puis boum, je vous renvoie chez un diététicien. C'est un peu bizarre, quoi. Par contre, s'il y avait une structure où finalement, le diététicien sait que tous les 3-4 rendez-vous chez le diététicien, il faut revenir chez le médecin pour refaire un bilan ou quoi, ben là, ça pourrait mieux marcher. Mais il faut que ça soit mis en place. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis vraiment. Au niveau de la prise en charge, qui effectivement, nous, on n'a pas accès à tout. On ne peut pas prendre l'attention du patient. On se fie à ce qu'il nous dit ou à ce qu'éventuellement le médecin généraliste aurait écrit sur un papier. Mais c'est vrai que c'est toutes des informations-là, au niveau de la collaboration, c'est nécessaire pour nous de les avoir et au niveau de notre prise en charge. Et au niveau, le suivi, je pense, est plus fréquent quand même chez un diététicien. Nos consultations, je ne sais pas toi combien de temps ça dure, mais nous, ça dure minimum une demi-heure, idéalement 3/4 d'heure, 1 heure, voire parfois plus à chaque rendez-vous. Donc, c'est vrai que nous, c'est des consultations où on prend le temps avec notre patient pour pouvoir échanger sur sa vie, sur son organisation, sur sa gestion du quotidien. Chose que peut-être vous, en tant que médecin nutritionniste, c'est compliqué de prendre ce temps-là pour le patient. Et on a beaucoup de confidences aussi en consultation, des choses que des patients ne disent peut-être pas ailleurs, ne vont peut-être pas se confier aussi facilement à un médecin. Je pense à des problèmes d'alcool, des problèmes de troubles de conduite alimentaire, des choses comme ça que le patient ne dirait pas nécessairement au premier abord et qui va venir dans la conversation chez le diététicien. Et c'est ça que la collaboration ici peut vraiment être vraiment bien intéressante. Et surtout, nous, en fait, finalement, on est souvent en première ligne et on peut pas, pour autant, on peut pas faire de diagnostic. C'est la différence entre un diététicien et un médecin. Nous, on va pas pouvoir poser un diagnostic, mais pour autant, des fois, les patients qui viennent nous consulter sur un sujet peut-être un peu plus léger, je veux changer mon alimentation, je me rends compte que je suis pas très en forme, que voilà. En fait, on va être en première ligne pour détecter, tiens, est-ce qu'il y aurait pas un diabète, est-ce qu'il y aurait pas telle ou telle pathologie, et on peut pas nous faire un diagnostic. Donc pour moi, c'est ça, la collaboration, elle est hyper importante avec un médecin nutritionniste, parce que finalement, il faut que nous on puisse renvoyer vers un médecin derrière pour qu'il y ait un diagnostic qui soit posé et qu'après on puisse continuer un travail dans le bon sens. On le disait au départ, l'idée c'est d'améliorer le suivi du patient, cette collaboration-là. Et je pense que nous, parfois, on peut être amené à déceler des choses parce que le patient va
va venir consulter une diète avant d'aller voir un médecin finalement parce qu'il pensera que c'est pas très grave et qu'il va pouvoir agir sur telle ou telle chose. Même les troubles du comportement alimentaire, des fois, nous, on va être capable de déceler que là, il y a peut-être un souci et il faut qu'on puisse derrière pouvoir envisager une prise en charge pluridisciplinaire parce que nous, on n'aura pas toutes les compétences pour accompagner ce patient-là, même si on peut rester dans un suivi qui va faire partie du suivi général, qui sera un plus, mais il faut forcément qu'il y ait un accompagnement à côté, quoi. Donc, je pense que la collaboration, elle est importante finalement dans ce sens-là où peut-être que les médecins doivent être conscients de ça, que la diète peut déceler des choses chez son patient. Parce que des fois, on demande au patient, demandez à votre médecin de faire telle ou telle analyse. Et je sais que des fois, si le médecin va dire, bon, c'est la diète qui demande. Voilà. Donc, si déjà les médecins ont conscience que nous, on est en première ligne, que on a conscience du quotidien du patient, on peut déceler des choses. On a travaillé avec lui, il s'est confié, on a pu déceler des choses dans son alimentation, dans ses habitudes et on peut, oui, être amené à demander de, en tout cas, surveiller telle ou telle chose. Évidemment, c'est le médecin qui décide après, mais voilà, d'avoir conscience qu'on peut, nous, déceler des choses chez nos patients, quoi. Bah oui, bien sûr. Moi, j'en suis bien conscient, mes amicales, puisque on a beaucoup de réunions avec nos collègues et oui, des fois, finalement, c'est le kiné qui est au courant des problèmes psychologiques du patient et ce genre de choses. Donc ça, tout à fait, oui. Alors là, oui, justement, c'est là où la collaboration, le fait de se connaître, c'est super important parce que moi, si par exemple, je sais pas, imaginons qu'on collabore, puis tu suspectes peut-être un début de diabète ou quoi chez le patient, et moi je suis pas au courant parce qu'il n'est pas venu me prouver ou parce que peut-être qu'il y a 1 an il n'avait rien. Si tu me laisses un petit mot, un petit mail, ou que tu me passes un coup de fil de 2 minutes et qu'on se connaît et que tu me dis oui, tiens, ce patient-là, et je lui ai proposé de venir te consulter, là c'est parfait. Par contre, admettons, je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais en tout cas moi personnellement, je peux dire que si le patient vient à moi et qu'il me dit je viens vous voir parce que le diététicien m'a demandé de faire une prise de sang, là on a l'impression d'être juste là pour faire un papier. Ouais. Et là, je pense que c'est moins bien vécu par le médecin. Et justement, si il y a des problèmes, je sais pas des problèmes d'ego, mais si lui il a un peu mal vécu justement, peut-être qu'il sera moins enclin d'entamer une collaboration parce qu'il se dit oui, le patient vient chez moi juste pour un papier, alors que le diagnostic c'est peut-être ça, mais il faut aussi avoir l'avis, oui, tout à fait l'avis du médecin. Ou même, moi j'ai déjà eu des cas, des ostéopathes ou des kinés que je ne connais pas, et puis après, le patient vient et me dit, oui, l'ostéopathe a demandé un scanner, et donc je viens chez vous. Non. L'ostéopathe suspecte peut-être une pathologie pour laquelle il faudrait un scanner, et on aimerait bien avoir votre avis pour voir s'il faut la faire ou pas. Ça, oui. Mais le ostéopathe demande un scanner et donc vous devez le rédiger. Ça, je pense 9 médecins sur 10, ils le prennent mal, quoi. Et donc, T'as raison, il y a une différence. Ouais, non, mais c'est très bien. C'est parce qu'on peut être dans notre truc aussi des fois et effectivement se dire je suis sûre de moi là, il faut faire tel ou tel truc mais la formulation est importante et effectivement, comme je le dis, nous on peut pas faire de diagnostic, on n'est pas c'est pas notre travail, quoi. Donc c'est toujours aller explorer quelque chose qu'on suppose, que nous, on a commencé à explorer et qui nous pose question. C'est effectivement dans ce sens-là. Et ça peut très très bien se passer. Imaginons que ce soit comme ça, situation de diabète de la part du diététicien, collaboration qualitative, on va dire, entre le diététicien et le médecin. Le diététicien va voir le médecin est au courant, tout se passe bien, on fait le diagnostic. Puis après un bon traitement, bon suivi avec le diététicien, peut-être traitement médicamenteux, puis tout est en ordre. Mais là, c'est un très beau cas de collaboration. Même je veux dire, ça crée un peu des liens, quoi, finalement, les praticiens et même avec le patient. Et là, ça, justement, peut-être le patient a même encore plus confiance dans les deux praticiens en disant, tiens, c'est grâce au fait que je suis suivi par les deux qu'on arrive à faire quelque chose. Donc, je pense que ce genre de cas, ça peut soit extrêmement bien se passer, ou soit mal se passer si ça n'a pas été bien formulé, quoi.
Ouais, donc finalement, ça passe aussi toujours d'abord par se connaître, quoi. Se présenter au médecin, expliquer notre façon de travailler, parce que on peut se dire que du côté du médecin, il y a peut-être des idées reçues et il va pas avoir le réflexe de référer vers nous. Donc se présenter, expliquer notre façon de travailler, c'est uniquement dans ce sens-là qu'après ça peut y avoir des échanges de qualité, quoi. Tout à fait. Pas avoir peur aussi, je pense. Ouais, côté pas avoir peur de voilà, les médecins font peur. J'exagère, mais voilà, et c'est vrai que et comme on ne sait pas toujours, on sait que vous êtes occupé, et je sais bien qu'il y a beaucoup de diététiciens qui n'osent pas vous contacter de peur de déranger, simplement, ou de mal faire. Et donc, oui, puis d'affronter aussi les idées. On a dit, il y a beaucoup de idées. Donc nous, on se reprend toujours un peu ce truc-là en étant un peu mise dans une case. C'est pas évident aussi pour le diététicien d'affirmer ses prises en charge, comment on travaille, et de dire non, nous c'est pas ça qu'on fait, quoi. C'est pas toujours évident au final de bousculer les choses, quoi. Oui, c'est vraiment important. Comme vous dites, vous ne travaillez pas de la manière dont on peut forcément penser que vous le faites. Je sais pas, vous avez peut-être encore des collègues qui travaillent pas non plus comme vous dites aussi. Il y a des plus âgés. Il y en a peut-être aussi qui travaillent différemment. Je dis pas forcément diététicien, mais j'ai déjà eu des personnes qui venaient me voir avec des régimes un peu farfelus. Pas venant de diététicien, mais c'est aussi ce problème, c'est le terme nutritionniste. C'est pas un terme protégé en Belgique. Et donc, il y a des coachs nutritionnistes, il y a un peu tout nutritionniste. Et j'ai déjà eu des patients qui venaient où on leur retire le gluten alors qu'ils n'ont pas de maladie cœliaque. J'ai même vu des régimes carnivores. Il n'y a pas beaucoup de littérature qui prouve ça comme étant efficace. Ça aussi, c'est peut-être un autre point je trouve que c'est pour ça que c'est d'autant plus important que le médecin puisse référer vers une diététicienne nutritionniste pour éviter ce flou et que le patient reparte en démarrant des trucs de son côté, en allant sur Internet, en contactant un coach ou en allant voir des personnes qui sont pas reconnues. C'est pour ça que ça me paraît aussi important. Après, bien sûr que tous les diététiciens ne travaillent pas de la même façon, un peu comme les médecins nutritionnistes. Il y a plus ou moins des différentes méthodes, mais je crois que globalement, quand même, on va dans le bon sens et ça a beaucoup, beaucoup évolué. Mais je pense qu'effectivement, il faut aussi que le médecin puisse référer vers les vrais professionnels de santé, en fait. Oui, mais les médecins d'office, je pense, globalement, et s'ils doivent référer à quelqu'un, ça sera chez vous. On préférera toujours quelqu'un avec un diplôme mieux étoffé, etc., que quelqu'un qui a fait une formation de 3 mois. Ça, c'est sûr. Et peut-être aussi un autre point, mais ça, c'est peut-être ça peut changer d'une personne à l'autre. Mais en tout cas, pour les jeunes médecins, c'est vrai qu'on a beaucoup tendance à s'accrocher, on a été formé comme ça, vers des méthodes ou bien des idées qui sont en tout cas prouvées scientifiquement. Ça, c'est vraiment, je pense, très important. Pour peut-être les jeunes diététiciens qui nous regardent, si c'est peut-être que certains seraient peut-être tentés de chercher la méthode un peu plus ésotérique, on va dire. Je pense qu'il y en a peut-être certains. J'ai pas d'expérience comme ça, mais c'est sûr que si on est peut-être un peu trop original dans le sens mauvais d'original, mais ça peut-être que les médecins vont moins apprécier. Ça, c'est sûr. Oui, après, c'est aussi, quand je dis que le métier a beaucoup évolué, c'est aussi, je pense que de plus en plus de diététiciens, nous, on est formés à une approche scientifique. Notre cursus, c'est ça, c'est aussi d'avoir une approche scientifique, de pas partager des régimes farfelus, de supprimer le gluten parce qu'on a envie. On est formé à ça. Après, il y a toutes sortes de dérives, y compris au sein de la formation, mais on est formé aussi à une approche scientifique, bien sûr, et on se doit d'être rigoureux aussi, effectivement, sur les avancées. On sait qu'en termes de nutrition, ça évolue constamment, et de rester informé et de vérifier nos sources, évidemment. Ouais. Justement, on répare un peu les dégâts des autres. Aussi, nous, on les récupère aussi.
avec les œufs sans gluten et tout ça qui reviennent en consultation. Mais on essaye de remettre les bases, de remettre les fondements d'une alimentation saine et équilibrée pour viser la santé. Hein. C'est vraiment nous, dans cet objectif-là. La perte de poids ne vient qu'en second temps et encore. C'est vraiment l'objectif santé qui est le premier, quoi. Nous, on a des médecins nutritionnistes, puisque vous dites qu'il y a des mauvais exemples. Un autre exemple, je pense, de prise en charge qui n'est pas bonne parce qu'elle n'est pas prouvée scientifiquement et parce que il y a plusieurs défauts, c'est... Je sais pas si vous avez déjà vu passer ça, mais il y a certains médecins nutritionnistes qui demandent des fois des prises de sang à 200, 300 euros. Ils demandent vraiment tous les minéraux, toutes les vitamines, tous les marqueurs inflammatoires, tous les anticorps contre les aliments. Et voilà, plus de 90% de ces marqueurs-là. Qu'est-ce que tu en penses de ça? En tout cas, nous, on a été formés à ce qu'on ne fasse plus. Okay. À ne demander que ce qui est validé et ce qui a un intérêt clinique. L'exemple, c'est pour les allergies alimentaires ou les intolérances, on peut demander les IgG ou les IgE. Les IgG, c'est même à la mode en dehors des médecins. On peut même demander ça dans des labos ou sur Internet, des IgG pour, par exemple, les œufs ou des trucs comme ça. Et en fait, on sait que ça n'a aucune valeur. On peut avoir des IgG pour un aliment sans être allergique, comme on pourrait être allergique sans IgG. Donc, ça, c'est un bel exemple entre guillemets, de dérive, puisque c'est pas prouvé. Et il y en a plein qui font ça, et finalement, eux aussi, alors qu'ils sont médecins, les autres médecins n'auront plus forcément envie de collaborer avec eux parce qu'ils font des choses comme ça, quoi. Donc, ça aussi, je pense qu'il faut vraiment, pour avoir une bonne collaboration, revenir vraiment systématiquement à des bases scientifiques et des bases communes de savoir, parce que ça, malheureusement, je dis ça comme s'il y en avait beaucoup qui le faisaient, hein, autant chez les médecins que chez les diététiciens, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même toujours une partie de la population qui part un peu dans des délires, et du coup, après, faut pas s'étonner qu'après, les collaborations ne marchent pas, quoi. Ah ouais, c'est intéressant ce que tu dis, c'est une bonne façon de conclure aussi, et peut-être de parler de la plateforme développée par des médecins, Willing Care, où je crois que c'est le travail que vous faites, c'est ça, de mettre à disposition du contenu scientifique pour les professionnels de santé. Oui, c'est ça. Donc, mon collègue Kevin Boulanger a mis en place une plateforme d'échange de savoir. On peut poster des vidéos un peu comme sur YouTube, en fait, où si chaque médecin, infirmière, diététicienne, kiné, n'importe quel professionnel de santé peut poster une vidéo sur un sujet qu'il, lui, connaît vraiment très bien pour, c'est sûr, amener des arguments scientifiques, mais aussi, et ça c'est un peu particulier, amener aussi de l'expérience. Et ça, c'est quelque chose qui peut peut-être des fois manquer dans les cours ou bien dans ce qui se partage, mais vraiment, on amène un peu une expérience professionnelle là-dedans. Et puis voilà, il y a des offres de formation, il y a beaucoup de choses, et la plateforme n'arrête pas de grandir. Et donc voilà, c'est ouvert à tous les professionnels de soins de santé francophones. Et oui, il y a même des offres d'emploi. C'est vraiment quelque chose où ça nous permet, en tout cas, de communiquer, d'essayer de mettre en place des collaborations. Et c'est vraiment dans le même esprit que ce que vous proposez ici, et en tout cas la conversation qu'on vient d'avoir ensemble. Ok, top. Ouais, c'est vraiment une chouette plateforme. J'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent ici, qui sont professionnels de santé, et c'est vraiment bien au niveau de l'inscription, c'est bien réglementé. Il faut mettre son numéro INAMI, etc. dessus pour être bien validé qu'on est professionnel de santé. Ici en Belgique, mais voilà, on peut y accéder, tant qu'on est francophone, on peut y accéder, même aussi, j'imagine, à tout qui est professionnel de santé dans n'importe quel pays et qui parle français, peut s'inscrire dessus. Donc vraiment, faites-le. Donc c'est Willing Care, on mettra les liens ici dans la description de la vidéo. Et cette vidéo aussi sera aussi diffusée sur la plateforme Willing Care et de notre côté sur YouTube, sur notre chaîne Entre deux patients, adressée vraiment aux diététiciens indépendants.
En tout cas, un tout grand merci Benjamin ici du temps, parce que voilà, le temps chez les médecins, du temps que tu as consacré ici avec nous pour échanger sur un sujet vraiment important de la collaboration diététicien, médecin et nutritionniste. Voilà, on a pu, je pense que là, on a pu déjà aborder pas mal de choses. À mon avis, si on en refait un deuxième, on pourra encore aborder plein d'autres sujets. Ça pourrait être chouette même, je sais pas, dans un an, de pouvoir refaire le point un peu par rapport à ça, de voir comment au niveau de nos pensées, nos perspectives, de voir un peu comment le monde de la diététique et de la médecine évolue dans ce sens-là. Donc ça pourrait être chouette de refaire un point à ce niveau-là. Donc peut-être on pourrait se mettre rendez-vous l'année prochaine pour reparler de l'évolution. Un tout grand merci encore, Benjamin. Merci en tout cas, ouais, Benjamin. C'était hyper intéressant et je pense que ça fait avancer les choses. On voit qu'on a chacun des préjugés sur les métiers des autres et que finalement se rencontrer, échanger, ça peut lever beaucoup de barrières et pour aller vers du mieux, quoi, du mieux pour nos patients, du mieux dans nos pratiques. Donc c'est, je pense, hyper important. Et on n'a pas souvent l'occasion de parler comme ça avec des médecins, donc on te remercie. Pas de souci, merci pour votre accueil. Et en effet, je pense que c'est très important de prendre le temps pour des moments comme celui-ci où on permet vraiment peut-être d'essayer de faire évoluer les pensées les uns des autres. Et voilà, oui, j'accepte l'offre si dans un an ou deux il y a des mises à jour ou quoi. Ouais, je suis tout à fait ouvert. Moi, j'aime bien discuter. Je trouve ça très intéressant, ce genre de discussion. Voilà. Top, le rendez-vous est pris. Voilà, merci Marion, merci Benjamin, et à bientôt entre deux patients. À bientôt. Au revoir.